Eh bien, bonjour Alain Pascal, que je reçois aujourd'hui avec grand plaisir pour son livre Le siècle des ténèbres, paru aux éditions des Cimes. Amis de la résistance, bonsoir. Bonjour plutôt, parce que c'est le matin. Je bois cette formule en hommage à Serge de Beketch, qui est le premier qui m'ait fait venir sur cette radio il y a pas mal d'années. Eh bien, moi, j'y étais aussi à l'époque. Irremplaçable, Serge de Beketch. Et je voudrais rebondir sur avant de parler de mon livre, sur ce que vous venez de dire, parce que c'est une très belle poésie. Et j'ai retenu ce terme de Rome écervelé. Alors, moi, je suis un défenseur absolu de l'Église de Rome, jusqu'à 1965. Mais je pense que le propos de ce troubadour, finalement, pourrait être d'actualité. Voilà, c'est la seule remarque que je voulais faire. Et sinon, il est certain que les troubadours, à l'époque, ont été, pour certains, en tout cas, très influencés par la gnose. C'est un sujet dont j'avais traité dans un de mes livres, donc c'est pas d'aujourd'hui, mais ça m'a fait penser à cet aspect de l'influence, de l'importance de la poésie, à la fois pour mener vers le beau, mais parfois pour détourner les esprits de la foi. C'est à double tranchant. Oui, c'est vrai. Une belle arme à double tranchant. Oui. Mais quand elle est bien employée, en revanche, ça ramène à Dieu, et je pense que Absolument. Voilà, les plus grands poètes très souvent sont des croyants ou des catholiques qui s'ignorent. Absolument. Voilà. Alors, on va aborder ce siècle des ténèbres. Alors, c'est quoi le siècle des ténèbres? Évidemment, c'est une antiphrase pour le siècle des Lumières, oui, 18e. Absolument. Je cherche à détruire les mythes qui nous culpabilisent, ou les mythes qui sont promus par ce que j'appelle l'histoire officielle pour nous détruire. Or, les Lumières sont des fausses lumières, parce que on appelle le XVIIIe siècle le siècle des Lumières, alors qu'il prépare à une plongée vers des ténèbres qui sont les ténèbres de la Révolution. Moi, je suis un contre-révolutionnaire. Il ne faut pas oublier d'abord qu'il y a eu beaucoup de morts pendant la Révolution française. Et quelle mort oui. En France, je crois qu'il y a à peu près 500 000 morts du fait de la Révolution. Alors, mort sous la guillotine, mort dans les cachots, et d'enfants aussi, des exécutions, de guerres de Vendée, d'exécutions, de tortures, enfin d'abominations. Avant les guerres napoléoniennes qui font aussi d'ailleurs très saignantes, et avant les temps modernes. Je suis un anti-moderne dans la mesure où les temps modernes ont été les plus sanguinaires de toute l'histoire connue. Donc il y a pour moi un échec moderne, c'est un échec à apporter la paix, du modernisme. Donc je dénonce la philosophie moderne, et je dénonce donc les fausses lumières. La seule vraie lumière, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui nous éclaire, et le Christ nous a apporter toute la lumière que nous pouvions connaître. À partir du moment où le XVIIIe siècle mène vers l'apostasie, puisque c'est de cela qu'il s'agit, la France, qui était la fille aînée de l'Église, a apostasié sa foi. D'où à mon avis 4 invasions. Les 3 premières sont connues, la 4e, on n'a pas le droit d'en parler, mais elle existe. Donc si vous voulez, c'est un peu comme une sanction. Donc je suis un opposant aux Lumières du XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que je les ai appelées les ténèbres, parce qu'elles mènent vers une révolution qui, pour moi, est un obscurantisme. Je parle d'obscurantisme moderne. Je pense le contraire de ce qui est écrit et enseigné d'une façon générale. Oui. Alors évidemment, tout ça se prépare. Le 18e n'est pas né comme ça. Avant, il y a le 17e, évidemment. Quoique ce découpage en siècles est toujours artificiel. C'est une commodité, mais ça n'a rien forcément de réel dans l'histoire. Bon, mais il faut bien déterminer les époques. Mais votre remarque est absolument certaine, parce qu'en fait, les Lumières, c'est Jean de Vigry, auquel on peut aussi rendre hommage, mais qu'il dit dans un des livres que je cite. Les Lumières commencent avec Descartes. Celui qui rompt, c'est le 17e. J'ai écrit un livre là-dessus aussi, pardon de le dire au passage, mais qui s'appelle Le siècle des Rose-Croix, qui concernait les rapports de la philosophie de Descartes avec l'ésotérisme de cette secte, et le sous-titre était Pascal. Alors il s'agit du Grand Blaise, évidemment, mais enfin votre serviteur aime beaucoup le Grand Blaise, contre Descartes. C'est-à-dire Pascal ayant été le premier
à prévenir, si vous voulez, ses contemporains. Alors Pascal n'a pas été capable de contredire en philosophie Descartes, mais vous savez que Descartes a été mis à l'index. Donc pour moi, c'est une donnée très importante à la fin du XVIIe, je crois que c'est en 63. Et vous avez au début à la fin du XVIIe aussi, un immense auteur par lequel je commence. C'est Bossuet. C'est Bossuet. Oui. C'est Bossuet. Parce que Bossuet a lui aussi, si vous voulez, prévenu de tout ce qui allait se passer dans le siècle qui allait suivre. Oui. Bossuet, il meurt en 1704, donc c'est juste au début du siècle, mais il a compris que toute la philosophie, effectivement, du XVIIe siècle allait produire une apostasie. Alors c'est drôle parce que moi, sur le plan poétique, évidemment, moi, je comprends l'histoire à travers la poésie. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est ma manie. Pour moi, au XVIIe siècle, en réalité, il y a très peu de grands poètes. Bizarrement, les gens, enfin bon, moi je considère par exemple que La Fontaine n'est pas un poète. Vous voyez, bon, alors ça choque tout le monde, bon, mais c'est comme ça. Voilà, bon, mais le grand poète, à mon avis, du XVIIe, c'est Racine. Oui. Et contrairement à Corneille, d'ailleurs, qui lui est plutôt grandiloquent et humoristique, même dans ses tragédies. Je le prouve dans mon anthologie. Les bons mots de Corneille dans ses tragédies, il y en a des centaines. Bon, passons. Mais Racine est un énorme poète, et les deux, j'ai signalé dans mon anthologie aussi, les deux qui, à mon avis, sont très importants aussi, c'est justement Pascal et Bossuet, qui, sans être des poètes, et parfois en méprisant nommément la poésie, font de la poésie sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. Voilà. Ce que vous dites est magnifique. Bon, moi, j'ai une immense admiration pour les deux auteurs. Non, oui. Mais c'est très vrai. Voilà. On est emporté par Pascal. Voilà. C'est-à-dire, quand on lit Pascal, c'est de la poésie philosophique. Oui, exactement. Et certains sermons de Bossuet sont grandioses. Voilà, sont grandioses, nous donnent des ailes vraiment. Absolument. Alors, je ne partage pas votre opinion sur La Fontaine, mais ça, c'est pas grave. J'ai un ami qui récite des fables de La Fontaine et qui... Non, mais c'est très bien, voilà, si vous voulez. Et qui les fait connaître aux enfants. Donc, Laurence Studer, qui est au... C'est un exercice très bien. Voilà. Comme Francis Ponge est un exercice excellent. Mais, pour moi, c'est pas un grand poète. Bon, ça, c'est autre chose. C'est plutôt dans sa morale. Et les grands classiques dont vous avez parlé, c'est-à-dire Corneille et Racine, représentent en fait une parenthèse littéraire. Oui. C'est une parenthèse catholique. Et la littérature va redevenir très vite subversive. Dès le début du XVIIIe siècle, la subversion passe souvent par la littérature. Ouais. Alors Corneille, il y a l'imitation de Jésus-Christ, et puis il y a ses traductions, sa traduction de l'imitation de Jésus-Christ, qui est remarquable. Et par ailleurs, les sermons, enfin pas les sermons, les exégètes de la Bible, enfin les traductions... Voilà. De la Bible qui sont extraordinaires. Alors là, c'est un très grand traducteur. Voilà. Mais c'est pas dans ses tragédies. Ce qui me plaît dans le parcours de Racine, j'aime beaucoup Corneille évidemment, mais on ne le joue plus tellement à la comédie dite française, parce qu'il doit être trop patriotique, ou on le joue très mal dans des décors azous. Bon. Mais Racine, ce qui me plaît dans Racine, alors on ne sait pas le sujet, mais ça n'a pas d'importance. C'est l'évolution de la personne. C'est-à-dire Racine, qui a été élevé par des jansénistes, qui est passionné d'antiquité païenne. Bon, il a une forme païenne pendant très longtemps, comme Corneille, mais ils finissent catholiques. Moi, ce que j'aime, et je vois ça depuis quelques années, c'est des jeunes qui aujourd'hui sont dans un monde hostile au catholicisme, c'est un euphémisme de parler d'hostilité, et qui se convertissent. Moi, je rencontre sans arrêt, depuis 4-5 ans, des jeunes de 30 ans, qui se convertissent au catholicisme. Qui n'ont pas été baptisés. Qui n'ont pas été baptisés. Et ça, alors, Racine, c'est un peu ça, si vous voulez, ce sont les parcours. Moi, je dis à tout le monde, qu'importe d'où vous venez, l'important, c'est là où vous arrivez. Bien sûr. Voilà. C'est ce que l'abbé Pagès dit aux musulmans. Et l'abbé Pagès, que j'apprécie énormément. Alors revenons au sujet, pardonnez-moi. Mais Bossuet, Bossuet, si vous voulez, ce qui se passe sur le XVIIIe siècle, je rends aussi hommage dans la première partie à Paul Hazard, qui a longtemps enseigné, qui avait écrit ce livre. La crise de la conscience européenne, qui a bien démontré justement que toutes les batailles d'idées avaient lieu avant le XVIIIe siècle.
Oui. Donc en fait, le combat est presque perdu à l'avance. Oui. Mais le problème de Paul Hazard, et que j'ai étudié à l'époque, Oui, et que vous citez, et que je cite longuement, mais c'est qu'il n'a pas abordé l'histoire secrète. C'est-à-dire que moi, je suis un spécialiste, si je peux m'exprimer ainsi, de l'histoire secrète, c'est-à-dire des rapports des philosophes avec des sociétés secrètes ou avec des gens qui sont ou des espions ou qui ont des activités que l'on ne connaît pas bien et qui sont pas bien exprimées dans les livres scolaires. Par définition secrète, donc, secrète, occultée, dangereuse, voilà. Mais il y a une phrase formidable, c'est peut-être celle que vous vouliez donner, mais je ne sais pas, de Paul Hazard et qui résume mon livre. Oui. C'est-à-dire ce passage de Bossuet à Voltaire. Je commence mon livre par Bossuet et je le termine par Voltaire et Rousseau. Paul Hazard a écrit « La majorité des Français pensaient comme Bossuet, tout d'un coup les Français pensent comme Voltaire. » Et il ajoute « C'est une révolution. » Voilà, c'est une révolution mentale qui prépare la révolution. Comme de nos jours, la guerre culturelle menée par le gauchiste prépare une révolution. La révolution n'est pas terminée, nous allons en vivre la fin. Et je voudrais juste donner... Je suis toujours très bavard, vous inquiétez pas. Deux phrases, oui. Une de Bossuet, justement, pour comprendre l'opposition entre Bossuet et Voltaire. Bossuet, qui, moi, m'a ouvert les yeux, qui m'a fait devenir monarchiste alors que je ne l'étais pas. Je croyais que la République pouvait être un jour purifiée, mais enfin, je n'y crois pas beaucoup. Et il a écrit ceci. « Dieu n'a donné sa puissance au roi que pour procurer le bien public et pour être le support du peuple. » Ça, c'est la théorie de la monarchie de droit divin. Et Voltaire, qui est quand même l'ancêtre des droits de l'homme, donc le dogme d'aujourd'hui. Oui, oui. Et Voltaire dit, au peuple sot et barbare, il faut un joug, un aiguillon et du foin. Oui, oui. Voilà le résumé. La carotte et le bâton. Voilà le résumé. Oui, oui, oui. Effectivement, vous voyez, moi, j'ai le souvenir de mes classes, évidemment, de terminale, où je ne sais plus dans quelle classe on faisait le XVIIIe siècle. Hein, de secondaire. Au lycée Michelet. Eh bien, le prof d'emblée, au début de l'année, nous disait, écoutez, on étudie le 18e maintenant, donc il y aura au moins 4 ou 5 mois sur Voltaire, uniquement sur Voltaire, 5 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement... Alors que pour moi, Voltaire est l'anti-poète par excellence. Hein. Voilà. Mais je voulais vous faire remarquer une petite chose. Dans votre bibliographie, vous ne citez pas, me semble-t-il, Auguste Viatte. Et que vous connaissez certainement, et qui a écrit Les sources cultes du romantisme, paru aux éditions Champion en 69, et qui est un double volume, je pense très important. Enfin, moi, je ne connaissais pas votre œuvre à l'époque, donc j'ai lu ça il y a longtemps, et Les sources occultes du romantisme, Viatte, c'était... le découvreur de l'occultisme pré-romantique. Alors je ne vais pas jusqu'au romantisme, mais je parle de Rousseau, donc si vous voulez, des sources occultes de Rousseau, justement. Mais vous avez raison, c'est une grande œuvre, et je ne manquerai pas de la citer dans un prochain livre, quand je parlerai des romantiques. Très bien. Parce que vous commencez à les aborder un tout petit peu. Avec Rousseau, qui est avec Rousseau. romantique. Mais alors, j'arrête mon livre à 1778, qui est la date de la mort de Rousseau et de Voltaire. Il meurt la même année, et donc, si vous voulez, ils sont les plus grands philosophes des ténèbres et non pas des lumières. Il y aura un 4e tome parce qu'en fait j'écris toute une série qui s'appelle La conspiration des philosophes. Donc, là c'est le 3e volume. Chaque livre est lisible indépendamment des autres. Bon, j'ai heureusement mais se suivent. Ils se suivent quand même. Et j'ai d'ailleurs dans ce tome-là j'ai inclus un glossaire à la fin du livre pour que les gens puissent s'y retrouver un tout petit peu parce qu'il y a des termes techniques qui sont employés parfois et on m'avait demandé ça pour d'autres livres et je le referai. Il y a un index des non-cités également, donc le livre est bien fait, le glossaire est important. Qu'on puisse travailler, quand on a une émission de télévision par exemple historique, vous pouvez retrouver les erreurs ou les mensonges qui ont été commis dans les émissions. On peut trouver le gnosticisme, le golem, l'humanisme, une définition des mots. Iniquité, etc. Voilà, cosmopolitisme. Ça c'est très très utile. Le livre est bien fait, c'est clair. Merci. Ça nous le féliciter mon éditeur. Oui. Mais éditeur et auteur. Alors, écoutez, on va évoquer votre livre. Évidemment, on va pas le lire. C'est très très volumineux, très très massif et très riche. Nous allons aller chronologiquement. Donc, on
on a vu un peu le 17e, on va aborder, alors, Fénelon, etc., quoi. Oui, alors c'est la fameuse crise de conscience européenne. Hazard cite surtout Fénelon, Belle, Fontenelle, et moi j'y ai ajouté le comte de Boulainvilliers, qui est un païen, un astrologue, qui est moins connu, et qui a été mis en évidence par un grand historien. Alors, que je cite, qui est Bernard Faye, et qui avait écrit il y a pas mal d'années, et on ne trouve plus ses œuvres. Alors j'ai des lecteurs là qui l'ont cherché. Je sais qu'on ne les trouve plus. Ça fait partie des grands livres qui mériteraient d'être réédités. Voilà. Et oui, mais il y a des problèmes de droit après. Vous savez, c'est sans des oui, je crois. Oui. Mais enfin, toujours est-il que on peut d'ailleurs écouter encore, je crois, sur Internet des conférences qu'il avait données avant sa mort. Mais Fénelon, moi, ce qui m'a intéressé, par exemple, quand je parle de Fénelon, c'est son rapport avec un personnage considérable du début du XVIIIe siècle et que l'on ne connaît que peu, qui est le fameux chevalier ou inconnu chevalier de Ramsay. Fénelon, quand il est en 17, alors je ne vais pas parler, je fais une analyse du Télémaque. Dans Fénelon, il y a de l'ésotérisme. Citons Fénelon, évêque de Cambrai, c'est ça. Voilà. Il est en statue sur la fameuse fontaine de Saint-Sulpice, là, devant Saint-Sulpice. Les points cardinaux. Voilà, il fait partie d'un mouvement et il défend ce qu'on appelle le quiétisme, qui est une forme hérétique de mystique, qui le fait mettre à l'écart, hein, je résume, un exil intérieur dans son évêché. Prôné par une dame. Guyon. Voilà, Madame Guyon, qui a eu beaucoup d'influence à la cour. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse aussi, moi... tous ces gens-là sont très proches de la cour. Et Fénelon enseigne le dauphin. Il avait été le précepteur du dauphin. Donc, si vous voulez, quand il publie son Télémaque, qui est une critique de Louis XIV déguisée... C'est le duc de qui ne régnera pas, d'ailleurs. C'est ça, absolument. Sauf erreur de ma part. Mais, parce qu'il est mort à 29 ans. Oui, voilà. Mais si vous voulez, c'est le principe lui-même. Et d'ailleurs, ce que dit aussi très bien Jean de Vigry dans son Louis XVI, c'est que Louis XVI a été, mais lui aussi élevé dans l'esprit des Lumières. Ce qui peut expliquer qu'il n'ait pas réagi comme il fallait devant la guerre culturelle qui a été menée pendant le 18e. Finalement, la guerre culturelle a été très vite gagnée par les philosophes. Très vite. Alors Fénelon a une culpabilité. Parce qu'on parle toujours peuple, aristocratie, etc. Mais l'aristocratie a été totalement minée par ses idées. Par les salons et par ses idées. Voilà. Et Fénelon, si vous voulez, le problème de Fénelon, c'est que c'est une fausse mystique, hein, parce que c'est un quiétiste. Je ne veux pas raconter l'histoire du quiétisme. J'analyse ce que c'est. Mais il a déconsidéré la mystique pour longtemps. Donc il a permis au rationalisme philosophique de se répandre encore plus. Donc c'est un faux défenseur. D'ailleurs, Bossuet critique Fénelon. Vous savez que Fénelon avait été l'élève de Bossuet, et Bossuet aimait beaucoup Fénelon, mais Bossuet l'a fait condamner. Bon, condamnation. Et Fénelon, quand il est à Cambrai, reçoit ce fameux chevalier de Ramsay. Mais qui est ce chevalier de Ramsay? C'est un aventurier qui vient d'Écosse et qui va introduire en France ce qu'on appelle le rite écossais, qui est un rite maçonnique, auquel vont être initiés dans des très hauts grades qui sont des fantaisies, mais qui vont duper en fait les nobles et qui vont amener les nobles jusqu'à la Révolution. C'est pour ça que j'appelle ça la Révolution maçonnique. Donc Ramsay est un personnage de l'ombre considérable. Et les historiens, parce que Ramsay, il faut savoir qu'il va à Rome. Il y a une loge maçonnique qui a été créée à Rome, qui est retournée. Alors vous savez qu'il y a je parle de la franc-maçonnerie dans mon livre, mais il y a des batailles en Angleterre entre les stuartistes, entre les partisans des Stuarts et des Hanovres. Voilà, et ça se retrouve dans l'histoire secrète. Donc par exemple, la loge de Rome, qui était au départ jacobite, c'est-à-dire partisan des Stuarts, est retournée par les Hanovres, et ça va être la même chose en France. Ce qui a des incidences culturelle, politique, etc. C'est ça que je mène. Donc ce chevalier de Ramsay qui est inconnu, en fait, est à l'origine de l'initiation des nobles dans les loges maçonniques qui vont mener à la Révolution. Sans cette initiation, les nobles n'auraient pas participé à la Révolution. Voilà. Donc ils vont être un peu les idiots utiles de la Révolution. Et Fénelon est celui... Alors on dit que Fénelon a converti Ramsay au catholicisme, Ramsay qui était protestant, mais pas du tout. En fait, il l'a converti au quiétisme. Et pour conclure, Ramsay passe après la mort de Fénelon. Ramsay est auprès de cette fameuse Madame Guyon. Et Madame Guyon, elle a des ramifications dans l'Europe entière. Alors, dont des poètes, d'ailleurs, qui sont plus ou moins initiés. Et si vous voulez, il y a toute cette histoire secrète de Fénelon que j'essaye de mettre en évidence.
Et pareil pour Belle et Fontenelle, et ensuite encore plus alors, pour Fontenelle, c'est le fameux centenaire. Il a vécu 100 ans, alors il a fait le lien entre le 17e et le 18e. Alors c'est vraiment le pédant de salon, etc. Mais enfin, il a un rôle extrêmement nuisible. Belle et Fontenelle sont extrêmement nuisibles parce qu'ils vulgarisent en France les philosophes qui sont des grands philosophes. Bon, s'il n'y a pas de grands poètes, comme vous l'avez dit, au 17e peut-être, il y a des grands philosophes, hélas. C'est-à-dire, il y a John Locke en Angleterre, qui est le philosophe du libéralisme, et vous avez aussi Spinoza, évidemment, Newton et Leibniz. Et en fait, ce sont eux qui ouvrent les Lumières, le siècle des Lumières. Ce sont ces deux que viennent ces fausses lumières. Et Fontenelle les vulgarise dans les salons. Et le comte de Bougainvillers aussi. Newton et Leibniz. Alors, ce sont pas. Ils sont tous les trois juifs ou... Ah non, pas du tout. Ah non. Pas du Spinoza. tout. Spinoza est juif, oui. Alors Spinoza est juif, mais les autres sont protestants. Que ce soit Hobbes que contredit Bossuet, Locke est un philosophe considérable. Locke est considérable. Et tout ça est d'actualité. Ce que je voudrais dire simplement, ce que j'essaye de montrer dans mes livres, c'est que parce que Leibniz c'est l'ancêtre de l'œcuménisme d'aujourd'hui. Newton, c'est lui qui va être le président de la Royal Society en Angleterre, et c'est à partir de cette Royal Society que va être fondée la franc-maçonnerie moderne. Donc, si vous voulez, et que cette franc-maçonnerie va initier des nobles en France. Donc, si vous voulez, il y a tout un aspect de la philosophie sur lequel on ne s'épanche pas, et qui, en fait, explique l'histoire. Donc, c'est ce que je cherche à montrer et à faire comprendre. Alors, je feuillete votre imposant ouvrage. Alors, oui, vous dites que l'exemple des rois, la grande noblesse du XVIIIe siècle multiplie les mariages internationaux. Elle constitue une haute société internationale, pour ne pas dire cosmopolite, car non seulement elle se détache de ses attaches nationales, mais ne conclut pas que les mariages entre chrétiens. C'est une idée très intéressante, parce que on croit que l'aristocratie, c'est le nationalisme, et pas du tout. Vous dites que c'est une sorte de cosmopolitisme. Oui, alors la société aristocratique, si vous voulez, du XVIIIe siècle, est en fait, elle se détache des racines nationales. Oui, alors, et pour nous d'ailleurs, elle parle français. Alors ça, c'est magnifique, évidemment, toute l'Europe. Mais alors toute l'Europe va parler français. Aujourd'hui l'anglais, quoi. Comme l'anglais, mais il y a un personnage. Alors, c'est elle qui est pervertie. En Angleterre, si vous voulez, l'aristocratie est très débauchée. Les gens très riches sont très débauchés, et c'est pareil en France. Et c'est elle c'est là où se fait l'opinion. À l'époque, l'opinion publique, elle est dans les salons, de l'aristocratie. Et il y a une aristocratie qui a soif d'argent. L'aristocratie ou la très haute bourgeoisie, éventuellement. Ou la très haute. Alors, c'est tout le phénomène sociologique du XVIIIe siècle. C'est la haute bourgeoisie qui accède à l'argent, au pouvoir, etc. Voilà. Mais en fait, j'ai parlé de ça avec le fameux comte de Boulainvillers, parce que lui, il prétend que les nobles, je fais un résumé, mais descendent des francs, et que les rois catholiques sont des imposteurs. Il est anti-catholique. Donc, si vous voulez, et les nobles, en fait, ne descendent pas vraiment des francs au XVIIIe siècle. C'est lointain, en tout cas. Voilà. Et lui-même, je crois que c'est une de ses filles, a fait un mariage riche avec un banquier qui n'est pas chrétien. Donc, si vous voulez, il y a tout cet aspect, il y a un aspect financier. Donc, dans mon histoire secrète, il y a évidemment l'histoire des loges maçonniques, mais il y a aussi l'histoire de la finance, obligatoirement. Parce qu'on ne fait pas de politique sans argent, c'est toujours d'actualité aussi. Et oui. Donc, les prêts, les emprunts et les prêts se payent. Se payent, voilà. On le sait aujourd'hui. On le sait, les hommes politiques sont soumis à l'argent, il faut appeler les choses par leur nom. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, voilà. Oui. Alors, je continue, quelques petites remarques peut-être. Il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Voilà, ça puisque la vérité est révélée, le christianisme est un exotérisme. Oui, alors je crois que c'est fondamental. C'est fondamental, c'est tout le problème de la franc-maçonnerie, parce qu'on va quand même parler sans en parler, mais enfin appeler les choses par leur nom. Savoir s'il peut y avoir ou pas un ésotérisme chrétien. Bon, c'est une question que je traite dans tous mes livres. Alors j'en reparle souvent, parce qu'en fait, le Christ nous a tout révélé.
Oui. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez que dans la plupart des religions, il y a des doctrines secrètes, Oui. y compris dans l'islam. J'ai écrit un livre. Alors, vous parliez de l'abbé Pagès, qui est formidable sur l'islam. Oui. Moi, j'ai écrit aussi un livre sur l'islam, mais en m'occupant de l'ésotérisme de l'islam, ce qu'il y avait dans le non connu par les croyants, voilà, et qui est évidemment encore plus dangereux que ce qui est connu. Alors, c'est tout l'intérêt du film. C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran. D'accord. Et si vous voulez, c'est pareil. Vous avez bon, le phénomène de l'histoire secrète du XVIIIe siècle, c'est cette mutation de la franc-maçonnerie qui était opérative, c'est-à-dire qu'elle avait construit les cathédrales, et les maçons opératifs devaient prêter serment de fidélité à Dieu et à la Sainte Église. Alors, ils étaient sous la protection de l'Église. Bon, je ne vous dis pas qu'ils étaient toujours très catholiques. Ça, c'est au cours des siècles, il y a des nuances. Bon, voilà. Mais la franc-maçonnerie de l'époque passe du mode opératif au mode spéculatif. C'est-à-dire faire des spéculations philosophiques. Et elle va substituer, on passe à l'ésotérisme. On passe à l'ésotérisme. Et si vous voulez, on va substituer une philosophie ésotérique au catholicisme qui était la tradition. Et ça va entraîner un immense bouleversement historique. Excusez-moi, l'alchimie là-dedans, alors c'est antérieur. L'alchimie, c'est les fameux Rose-Croix qui sont... Et vous avez au XVIe siècle, alors j'ai écrit évidemment, je suis ça dans tous les siècles, hein. L'alchimie, je la traite dans un livre, le premier livre de la conspiration qui s'appelle Les sources occultes de la philosophie moderne. Ensuite, vous avez le deuxième livre sur les Rose-Croix, donc qui sont les héritiers des alchimistes. Et les Rose-Croix pénètrent dans les loges maçonniques opératives. Ce sont ce que l'on appelle des acceptés, c'est-à-dire ils sont acceptés dans les loges opératives, et ce sont eux qui les font muter en spéculatives. Par Newton, c'est toujours pareil. Dans les groupes, quand il y en a accepté, un peu déviant, il des finit par infiltrations. retourner la machine. Voilà. Mais c'est un phénomène considérable, car une philosophie est substituée et cette philosophie en plus est le déisme newtonien, donc un déisme matiné de science, et il est entièrement anticatholique. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est que on va passer, si vous voulez, d'un protestantisme qui avait déjà été relativement intolérant en Angleterre avec les catholiques. Pas seulement en Angleterre. Oui, mais enfin à l'époque, je parle de l'Angleterre parce que ça concerne directement la France. Parce que vous savez qu'il y a la Révolution anglaise 1688, et à ce moment-là, les partisans des Stuarts, les Jacobites, ce qu'on appelle, viennent à Saint-Germain-en-Laye. Or, à Saint-Germain-en-Laye, il y a déjà des maçons spéculatifs, et ensuite il y a des fondations en France. Enfin, j'explique tout ça dans mon bouquin, évidemment. Mais si vous voulez, des auteurs vont passer à Saint-Germain-en-Laye, dont Rousseau. Rousseau écrit son discours, son deuxième discours à Saint-Germain-en-Laye. Voltaire celui sur l'inégalité. Et ensuite, si vous voulez, Voltaire passe à Saint-Germain-en-Laye. Tout le monde va à Saint-Germain-en-Laye, le fameux camp des loges. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une incidence. C'est le rite d'initiation Saint-Germain-en-Laye. On passe par Saint-Germain-en-Laye. Les auteurs passent par Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Et ça, on ne le dit pas d'une façon générale. Saint-Germain-en-Laye, c'était un village à l'époque, ou c'était une petite ville? Eh ben, il y avait le château, alors je ne sais plus quand il date, etc. Mais il y a eu surtout ces fameux, les partisans, les Stuarts se sont réfugiés là. Et Louis XIV les protège. Parce que Louis XIV espère, évidemment, que les Stuarts reprennent le pouvoir en Angleterre, et il est soutenu par Rome. Alors, vous savez, les Stuarts ne sont pas toujours très catholiques, mais Rome les soutient parce que Rome espère le retour du catholicisme grâce aux Stuarts en Angleterre. Et ça n'a pas marché, malheureusement. Et il y a une guerre qui se passe jusqu'à 1746. En 1746, vous avez la bataille de Culloden, où les Hanovriens, donc les partisans des Hanovres, tuent tous les Jacobites. Donc c'est la fin. Finalement. Mais c'est très important sur le plan de l'histoire secrète parce que c'est la fin de tout catholicisme possible, même s'il est un peu menteur, dans les loges maçonniques. Et pour conclure, pardon pour ça, mais il y a un personnage considérable qui n'est pas franc-maçon, je le précise, c'est Walpole. Walpole qui est donc le premier ministre Hanovre, parce qu'il y a un passage, Newton est pour les Hanovres, les loges sont créées par un partisan des Hanovres, des Aguliers, qui est d'ailleurs plus ou moins Rose-Croix. Moi, je dis qu'il l'est, mais il le dénie toujours parce que les gens qui le sont n'ont pas le droit de le dire. Alors, c'est toute une histoire. Mais, si vous voulez, Walpole comprend qu'avec les loges maçonniques, il va pouvoir dominer la diplomatie du XVIIIe siècle. Et c'est ce qui va se passer dans l'Europe entière. Donc Walpole ne l'est pas, mais utilise les agents secrets, comme agents secrets, des littérateurs,
dont en France, dont je parle aussi. Alors des idiots utiles en quelque sorte. Ou des complices, parce que le personnage dont je vais vous parler, c'est pas un idiot, puisque c'est Montesquieu. Bon, Montesquieu qui est initié en Angleterre et qui devient le représentant en France des loges hanovriennes, c'est-à-dire anti-catholiques, et qui va notamment faire initier à Bordeaux et puis après à Paris le comte de Saint-Florentin ou des grands personnages de la cour. Donc, si vous voulez, quand on étudie, moi j'ai étudié le droit, quand on étudie Montesquieu, on vous parle jamais de la vie secrète de Montesquieu. Or, Montesquieu est un franc-maçon initié en Angleterre et un agent secret de Walpole. Absolument. Alors, on n'en parle pas dans les littératures. On n'en parle pas. Et quand on analyse, je fais une analyse de Montesquieu pour montrer que, par exemple, l'esprit des lois, quand il parle de l'esprit des lois, en fait, pour lui, c'est l'esprit cosmique des lois. Il cherche un mode de loi qui puisse s'appliquer au monde entier. Voilà. Et pour conclure sur ce sujet, le fameux chevalier de Ramsay vient à Paris faire un discours en 1736 où il appelle les loges, pour appeler les choses par leur nom, à fonder une république mondiale. Nous sommes à l'origine du mondialisme. Voilà, nous sommes là à l'origine du mondialisme. Et on retombe toujours sur l'actualité. Eh bien, c'est d'actualité. Il faut se réaccaparer l'histoire, si vous voulez, pour comprendre l'actualité. Alors là, il y a un message relativement long, mais que je lis. Bonjour à l'équipe. Même si je ne partage pas toutes vos idées rigoristes en matière religieuse, je partage grandement vos vues sur la Révolution qui a tué des écrivains ou provoqué leur mort en 2 ans. Chénier, Cazotte, Condorcet, Chamfort, Fabre d'Églantine, ce que, sauf erreur de ma part, l'ancien régime n'a pas fait. Il y avait bien quelques séjours à la Bastille ou encore l'exil. Si si toutefois, pour être honnête, l'on accepte Étienne Dolet, l'imprimeur de Rabelais, brûlé en 1546, ou Claude Petit, qui subit le même sort en 1662. Mais la Révolution a fait pire, en beaucoup moins de temps, et bien courtoisement. Voilà. Moi, je suis un contre-révolutionnaire. Alors, ce qui est juste intéressant, une remarque, c'est que par exemple, Condorcet, qui est victime de la Révolution, est un franc-maçon notoire. Il est à l'encyclopédie et il est ensuite aux fameuses 9 sœurs. Donc, en fait, il est victime de sa propre turpitude, comme beaucoup de maçons royalistes qui se sont fait couper la tête. Effectivement. Et Lavoisier, qui lui n'est pas un littérateur, mais ne sais pas. Un scientifique. Je ne sais pas. Alors, moi, je donne les francs-maçons qui sont officiels. C'est-à-dire, j'ai référence à des dictionnaires. Vous étiez d'ailleurs Voltaire, franc-maçon, initié à la... oui, alors en fait, il est initié sur son lit de mort, mais en fait, il est initié très probablement à Londres, dès 26, quand il est à Londres, mais on n'a pas la preuve. Donc, si vous voulez, c'est nié pendant toute sa vie. Mais par contre, non, je donne quand même. Puis je donne un argument. C'est qu'avant son lit de mort, il est justement initié en France, parce qu'on peut être initié ailleurs et pas nécessairement en France. Et il est initié à la fameuse loge des 9 sœurs qui vient d'être créée. Et on ne lui met pas le bandeau. C'est-à-dire, c'est ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que quand on ne vous met pas le bandeau, c'est que vous avez reçu la lumière avant, vous avez déjà reçu la lumière. Bon. Donc, si vous voulez, il est déjà franc-maçon. Mais je dirais un mot tout à l'heure de Voltaire, j'espère, parce que il va plus loin que l'initiation. Parce que Voltaire est un véritable adepte du diable. On revient sur Voltaire et sur Rousseau après ce dernier message. Bien sûr. Je vous remercie. Bonjour messieurs, je vous remercie pour cette intéressante émission. Monsieur Pascal pourrait-il nous dire ce qu'il pense de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice et de ses positions actuelles? Je vous remercie par avance. Bonne journée à tous les deux. Bon, vous répondez à ce gentil message. Alors, j'aime pas les questions pièges. J'aime pas les questions pièges. C'est piège, oui, c'est piège. Parce que... Vous croyez que c'est la fraternité qui envoie ce message? Non, pas du tout. Mais j'ai déjà eu dans certaines émissions des questions. Je suis œcuménique avec tous les catholiques. Voilà. Je suis un critique absolu du Concile Vatican II. Je suis très sympathisant de la fraternité, mais il m'arrive aussi d'être invité ou de rencontrer ou de faire des conférences avec des vacantistes. Et j'estime que si aujourd'hui nous sommes aussi divisés, ça n'est pas de la faute du catholique de base, c'est de la faute de la papauté.
Bon. Et il y a effectivement aujourd'hui un problème, savoir est-ce que... Moi je pense que la tradition doit rester dans l'Église, donc que le fait que la fraternité soit... On reproche à la fraternité Saint-Pédis d'être en contact avec Rome. Et il est certain que c'est dangereux, puisqu'il y a un virus, pardonnez-moi, conciliaire qu'elle risque d'attraper. Mais d'un autre côté, si on n'est pas en contact avec Rome, Rome va devenir complètement hérétique, absolument. Ce que... pardon du terme, mais ce que démontre la dernière encyclique papale, qui est quand même catastrophique, qui est du panthéisme pur et simple. Donc j'invite les évêques à se réunir. Pardon, mais puisqu'on me pose la question, je dis ce que je pense. Moi, j'appelle à un concile, et je voudrais rappeler, pour évidemment rétablir la tradition dans l'Église, et je voudrais rappeler que le fameux concile de Nicée, qui est un concile formidable, qui est celui de l'affirmation de la doctrine de la Trinité. C'est là où, grâce à un oriental d'ailleurs, saint Athanase, on a eu cette doctrine magnifique de la consubstantialité. Les évêques qui sont là sont majoritairement des hérétiques. Et le Saint-Esprit est venu, a inspiré un immense saint Athanase, et le concile a été un des plus grands conciles de l'histoire de l'Église. Donc c'est à ça que j'appelle. Voilà la réponse à la question. Moi de même, c'est certain. Les errances du pape actuel, François, sont évidentes. Mais heureusement, finalement, il y a le pape émérite et puis des gens comme... un cardinal comme le cardinal Sarah, qui est remarquable, et qui, heureusement, critique le pape. Et ce pape, mine de rien, à mon avis, fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, etc. Essaye visiblement de faire passer des choses absolument hérétiques, mais il a peur, il a pas tout à fait les mains libres, et donc il tente des choses, il lance des choses, vous savez, comme c'est pour ça à chaque fois c'était dans l'avion à une époque, dans l'avion quand il revenait de quelque part, il sortait un truc énorme, genre mariage des prêtres ou je ne sais quoi, et puis après il dit ah ben non, j'ai pas du tout dit ça, on a mal interprété, etc. C'est invraisemblable. C'est pour ça qu'il faut résister. C'est pour ça qu'il faut résister intellectuellement, culturellement, religieusement, prier aussi pour le pape. Sinon, c'est le schisme, et puis c'est tout. Voilà. Moi, je prie pour que le pape devienne catholique. Alors, le problème, c'est il faut aller à la messe, il faut pratiquer sa religion. Voilà. Et puis, finalement, pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose de mieux que la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Et quelques autres. Il y a des messes, des très belles messes qui sont célébrées ailleurs. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, que le type, c'est toujours pareil, c'est un peu comme en politique, le type qui attend Jeanne d'Arc, vous voyez, c'est très joli, Jeanne d'Arc, moi j'adore Jeanne d'Arc, j'ai travaillé dessus, je la considère comme l'un des plus grands poètes du XVe siècle, et même de France, mais Jeanne d'Arc, je ne l'ai pas rencontrée, malheureusement. Si elle arrive, je vote immédiatement pour elle, c'est évident, mais je ne l'ai pas rencontrée. Alors les gens qui disent, je vais m'abstenir, je vais faire un vote blanc, et gna gna, et celle qui est là, ou celui-là qui est là, il est pas bien, il est pas idéal, ça n'existe pas un homme politique ou une femme politique idéale, ça n'existe pas. Il faut voter le moins pire, il faut pas s'abstenir. Voilà mon idée. Bon, là-dessus, revenons à Voltaire. Mais c'est presque d'actualité, parce que si vous voulez, en fait, pourquoi nous en sommes là? Descartes, le fameux Descartes, j'ai une dent contre Descartes, c'est pas dans ce livre-là, mais c'est dans celui d'avant. Il a été enseigné dans les séminaires au 19e, et tout est venu de là. Et tout est venu de là. Quand on détruit, si vous voulez, quand la perversion rentre par une petite porte, elle gagne. C'est comme un virus. C'est un virus. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, c'est les métastases du cancer. Les lumières sont bien pires, enfin les fausses lumières, que j'appelle donc les ténèbres, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les ténèbres à cause du XVIIIe siècle. Notre France est malheureuse à cause du XVIIIe siècle. Les gauchistes sont des héritiers des Lumières. Ils les ont revendiqués. Bon, je rappelle quand même que les gauchistes veulent nous détruire, nous éradiquer, c'est-à-dire éradiquer le catholicisme, la table rase, mais du catholicisme. Voilà. Donc le catholicisme est aujourd'hui la voie de la résistance. C'était la bête immonde de Voltaire. De Voltaire, l'infâme, écraser l'infâme. Alors pour rebondir sur Voltaire, donc vous savez qu'il va en Prusse, je vais résumer, mais tout le monde connaît sa vie. Il y a plusieurs choses extraordinaires. Il n'est pas franc-maçon en principe, mais quand il est à Cirey, d'abord c'est un personnage épouvantable. On le présente comme quelqu'un de tolérant, alors que par exemple il crache à la figure du personnel, il lit son courrier, il les frappe, quand il perd au jeu il pique des crises, enfin
voyez le genre. Il dénonce ses amis à la police. À la police. Quand il est à l'académie, il fait une véritable dictature. J'ai reçu Xavier Martin. Ah bah magnifique. Je le cite. Je cite Xavier Martin, bien entendu. Et Marion Sigaud. Voilà. Donc vous connaissez. Qui ont vraiment fait l'éloge de Voltaire. Voilà, ce Voltaire méconnu qui est magnifique. C'est un salaud, enfin. Voilà. Disons simplement. Et par exemple, par contre, il y a des choses très étonnantes. Quand il est en Prusse, donc avec ce fou furieux qui est Frédéric, dont il a fait un despote éclairé, alors que Frédéric est un malade mental. Bon. Et il écrit ensuite à un philosophe mineur des Lumières, qui est Boyer d'Argens, mais qu'importe. Il lui écrit. Je vais le citer de mémoire parce que c'est pas grave. Il lui a dit, je vais quand même le retrouver. Tant pis pour les 2 secondes, parce que c'est quand même. Frédéric, il y a une histoire homosexuelle ou pas Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, Voltaire se moquera de lui après très finement. Alors je dis ça dans les lettres, je vais pas le dire à l'antenne, c'est un peu cru. Mais enfin, de temps en temps, dans mes livres, je donne les choses quand elles sont crues, quoi. Mais en fait, c'est vrai, il y a pas mal de. Voltaire, il a. Ah bah lui, non, pas du tout. Ah bon, non, il aime les femmes. Simplement, ça lui est complètement égal. Que Frédéric, voilà. Oui, voilà. Voilà ce que Voltaire écrit à Boyer d'Argens. Parce que quand même, vraiment, j'ai été très, on interpelle, comme on dit maintenant. Frère en Belzébuth. C'est quand même, c'est pas une plaisanterie. C'est chargé. Souvenez-vous de la parole sacrée que nous nous sommes donnée dans le caveau de Lucifer. Voilà, c'est une correspondance de Voltaire et récidive. C'est la discussion avec le diable. C'est la discussion avec le diable. Donc, voilà, donc si vous voulez, c'est véritablement diabolique. C'est un personnage diabolique. Oui, mais ça m'étonne pas. Il a un sourire d'ailleurs, son fameux sourire sarcastique. Et il dit, c'est Vigny. Qui a dit, je ne sais plus, que c'était un hideux sourire, mais c'est un romantique justement. Mais Voltaire, ancêtre des droits de l'homme, écrit aussi à d'Alembert, qui est aussi un personnage épouvantable, et Diderot évidemment, qui est ignoble. Et il a écrit à d'Alembert, mépriser le genre humain. Voltaire, ancêtre des droits de l'homme, grand ancêtre des droits de l'homme, méprise le genre humain. Voilà. Ouvrez les yeux. Moi, je dis aux gens d'aujourd'hui, vous êtes obligés de faire des génuflexions. Vous êtes interdits, vous êtes ridicules quand vous allez à la messe ou quand vous croyez, vous priez le Christ, mais il faut vous incliner devant les droits de l'homme, ces fameux droits de l'homme. Voilà alors, les ancêtres des droits de l'homme, Diderot, Voltaire, Rousseau, méprisaient le genre humain. En fait, les droits de l'homme, c'est les droits d'écrabouiller le peuple. Voilà. Voilà. Le peuple a beaucoup perdu avec la Révolution. Oui, Voltaire se considérait comme une élite bourgeoise exceptionnelle. Finalement, les philosophes sont des gens à part, sont vraiment une élite, ce sont des cosmopolites à travers l'Europe et qui méprisent le peuple. Ils méprisent le peuple, ils méprisent la populace. D'ailleurs, Voltaire méprise les Français. Voilà, c'est comme des singes. Il les appelle les singes, les oies, ce qui s'explique très bien d'ailleurs Xavier Martin, qui cite Voltaire. Moi, je cite Xavier Martin qui a cité Voltaire. Bon, j'ai des sources. Voilà. Car la révolution en France n'est pas une révolte du peuple contre l'ancien régime, mais le résultat d'un complot maçonnique, mais aussi financier, qui remonte au Rose-Croix et qui a été planifié dès la fondation des loges spéculatives. Voilà, je vous cite. Oui. Alors ça, c'est une conclusion, mais évidemment, je donne les éléments. C'est-à-dire que je ne fais pas dans l'imprécation, si vous me pardonnez l'expression. J'essaye et je cite d'une façon générale les propres dictionnaires maçonniques, c'est-à-dire des ouvrages reconnus. Voilà. D'accord. Le phénomène de la guerre culturelle qui continue aujourd'hui, nous sommes dans la même position. C'est-à-dire que nous avons aussi aujourd'hui des forces occultes qui dirigent les médias. Appelons les choses par leur nom. Évidemment. Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, parce qu'il y a des idiots utiles. Il y a des idiots utiles ou des gens qui vont à la soupe. Qui croient et qui vont simplement à la soupe, ça c'est très simple à distinguer. Mais ceux qui sont les naïfs, les gens qui beaucoup de naïfs, s'imaginent servir le peuple même, voilà. Alors il y en a un, on n'a pas tout de même cité un grand écrivain, peut-être le seul poète du 18e, c'est André Chénier. Oui, alors je parle pas de lui dans le livre, là, mais c'est un grand... Alors lui aussi, je crois que lui aussi, de mémoire, il est franc-maçon et il est victime de la Révolution, effectivement. Oui, mais d'ailleurs, il a des idées très ouvertes, un peu comme Louis XVI, d'ailleurs, très ouvertes sur les philosophes, sur la libéralisation des mœurs, sur la politique d'ouverture,
Condorcet est beaucoup plus coupable. Voilà, Condorcet, plus ou moins démocratique. Mais évidemment, André Chénier, comme c'est un homme et un vrai, il s'insurge contre les massacres et contre les horreurs de la Révolution. Les horreurs de la Révolution il sera victime. Un futur livre. Voilà. Ce sera le 4e tome qui s'appellera d'ailleurs La Révolution des Illuminés. C'est-à-dire le rôle de ceux que l'on appelle les Illuminés. Alors, vous savez que les Illuminés, j'en parle un peu dans ce livre, c'est à partir de 1760. C'est ça. Et je pose la question de Rousseau. Parce que Rousseau, vous savez que Rousseau rencontre Diderot. Quand Diderot est en prison à Vincennes, brièvement. À cause de la lettre sur oui, voilà. Alors ça aussi, Diderot n'est pas reconnu comme franc-maçon, mais il est à la tête d'une encyclopédie dont les principaux auteurs le sont. Et il est athée en vérité, alors qu'un franc-maçon ne devrait pas l'être. Donc on n'aurait pas dû le garder à la tête de l'encyclopédie, etc. Et Rousseau évoque son illumination de Vincennes. Et la question que je pose, c'est est-ce que Diderot était apte à illuminer et pourquoi et est-ce que Rousseau a été illuminé? Et Rousseau est l'ancêtre des illuminés, c'est-à-dire les fameux illuminés dont je parlerai, les Westphal, les illuminés de Bavière. Alors vous avez aussi un illuminé à l'encyclopédie, peut-être en dehors de Rousseau, mais ça c'est pas prouvé, c'est Villermoz. Bon, Villermoz est à l'encyclopédie. Donc vous avez à l'encyclopédie des illuminés de la déesse Raison, qui vont s'appeler comme ça, mais aussi des illuminés complètement illuminés, dont Villermoz. Personnage dont je parlerai dans un autre livre, parce que lui aussi est considérable. Et si vous voulez, ce sont des personnages de l'ombre. Voilà, qu'on ne connaît pas. C'est cela que je mets en exergue. Alors Rousseau, que je connais mieux puisque c'est plus un littérateur, plus un écrivain. À mon avis, son œuvre majeure, c'est les Confessions d'une part, et d'autre part les rêveries d'un promeneur. C'est magnifique. Faut appeler les choses magnifique. C'est un grand écrivain qui va inspirer le romantisme. Absolument. C'est-à-dire que on ne peut pas lire Stendhal, par exemple, Le Rouge et le Noir, ou alors Balzac, Le Lys dans la vallée, sans penser immédiatement à Rousseau. Hein, mais en fait, la nouvelle Héloïse. C'est magnifique, mais sur un plan littéraire. Voilà. Mais par contre, c'est un personnage d'abord très important parce que il va lui aussi être un ancêtre des droits de l'homme et il est l'ancêtre de la méthode éducative actuelle. C'est-à-dire l'enseignement non cognitif actuel vient de Rousseau. Juste citer une phrase. Après, on est obligé de faire les annonces. Bon, on va les faire. Je vais être très bref. Bon, vous savez que Rousseau a 5 enfants qui place aux enfants trouvés, abandonnés, mais qui fait un traité d'éducation. Et c'est aujourd'hui. Et il dit ça. Voilà, la méthode qu'il donne aux professeurs. Alors vis-à-vis de l'enfant, que l'enfant croit toujours être le maître et que ce soit vous qui le soyez. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Nous y sommes. Nous y sommes. Les enfants d'aujourd'hui, on capte leur volonté et on leur fait un enseignement dit non cognitif, tout remonte à Rousseau. Voilà. Je conclus là-dessus parce que je pense que l'actualité, je vous en prie, ça pourrait durer des heures. Mais vous reviendrez pour le prochain tome, de toute façon. Merci. Qui s'annonce passionnant. J'ai quelques annonces, donc nous n'avons plus que 4 minutes. Eh bien, alors d'abord Alain Pascal, je vais citer que vous avez une dédicace importante avec les amis d'Alain Pascal, qui sont très nombreux, dont l'abbé Pagès, Henri de Fersan, Patrick Goffman, Romain Guérin, etc. Magnifique romancier, magnifique nouvelle génération. Voilà. Adrien Bozy, que j'avais reçu ici. Le père Jean-Dominique qui écrit des livres admirables. Alors, si vous voulez, c'est le samedi 21 mars de 14h30 à 19h. Et c'est au Colisée Wagram. C'est rue 4 Brémontier, dans le 17e. Métro Wagram, c'est juste à côté du métro. Je précise que l'entrée est gratuite. Il y aura un petit verre de l'amitié. Juste un mot sur cette réunion. Chacun de nous, un mot. On défend son propre livre, ce que je viens de faire. Sûr. Mais je veux que mes lecteurs connaissent les livres des autres, des livres que j'aime. Nous devons agréger des intelligences. Nous ne sommes pas tous d'accord, mais je réunis des auteurs et j'invite tout le monde à venir. Voilà. C'est en plus très amical. C'est une bonne idée. Alors voilà, le samedi 21 mars, 14h30, 19h. Alors, autre annonce. La fête du Pays réel de Civitas, organisée par Civitas, c'est le samedi 28 et le dimanche 29 mars. 2 jours entiers, donc c'est à Rungis comme d'habitude. Voilà, il y a un petit message qui est tombé là, quand vous parlez du peuple naïf, je suppose que vous parlez des femmes.
C'était le message. Non, pas nécessairement. C'est le message d'un homme. Oui. Voilà, bon, on s'en doutait. Enfin, donc j'annonce la prochaine émission, c'est le 19 mars et je recevrai Alain Pocard et Oscar Fressinger pour le célèbre homme politique suisse, mais qui se met à être romancier. Ils défendront chacun leur roman, leur dernier roman. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je salue tous les auditeurs et merci encore à Alain Pascal pour son Siècle des Ténèbres, paru aux éditions des Cimes. Vous venez d'entendre Anthologie de la création dirigée par Daniela Brocorn, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 20 février 2020 de 10h30 à 11h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.